Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire Séricole organisé par le MAPAC. J'espère que vous m'entendez bien. D'abord, je me présente. Je m'appelle Geneviève Legault. Je suis agronome et conseillère en horticulture maraîchère à la direction régionale de l'Estrie. Aujourd'hui, je vais agir à titre d'animatrice du webinaire. Je suis appuyée par ma collègue Jenny Leblanc, qui est conseillère en production maraîchère à la direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, notre webinaire va présenter les résultats d'un projet sur la diversification des cultures en serre non chauffées et minimalement chauffées pendant la période froide de l'hiver. Avant de laisser la parole à notre conférencière, je vais vous indiquer quelques consignes à suivre pour le bon fonctionnement de cette présentation. Tout d'abord, la conférence va durer environ 45 minutes, suivie d'une période de questions. Nous vous informons également que l'événement et la période de questions seront enregistrés. Donc, en participant à ce webinaire, vous acceptez que que vos réactions le soient également. Et par la suite, la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube du MAPAC dans les prochaines semaines. J'invite maintenant notre conférencière, Claudine, à se joindre à nous et à afficher sa présentation pendant que je la présente. Claudine Desroches est aux études au doctorat à l'Université de Montréal. Elle est biologiste spécialisée en phytoprotection et en production séricole. Elle a travaillé de 2021 à 2025 comme professionnelle de recherche au Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel, le CRAM, où elle a dirigé et réalisé plusieurs projets appliqués en lutte intégrée, en biodiversité fonctionnelle et en diversification des cultures. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Claudine. Bonjour tout le monde. Je suis très contente aujourd'hui de vous présenter le webinaire sur le projet de diversification des cultures en serre. Je commence en vous donnant un peu de contexte, là, quelques nombres, quelques chiffres sur la croissance là, de la production maraîchère en serre au Québec. Donc, en 2024, il y a eu 293 millions de dollars de recettes monétaires en fruits et légumes en serre au Québec, ce qui est à peu près 11 du total canadien. Puis, il y a aussi eu une hausse de 17 en 2018 et 2022 par rapport au rendement au mètre carré là, pour la production en serre au Québec. Puis, même s'il y a une très grande croissance là, du milieu séricole, il y a encore de l'espace, en fait, pour augmenter la production locale parce que la production locale, présentement, couvre à peu près 50 seulement là, de la consommation au Québec. Puis c'est un peu dans ce contexte-là là, que le projet de diversification des cultures en serre a été mis en place. Puis c'est un projet aussi qui voulait répondre à deux besoins là, qui a été nommés par le secteur des producteurs, donc qui était de diversifier l'offre pour les producteurs, puis aussi d'allonger la période de production. Des principaux freins qui ont été aussi nommés, c'était le manque de références techniques, puis la rentabilité incertaine de certaines cultures, et aussi là, les différentes gestions possibles climatiques là, qu'on peut avoir accès, auxquelles on peut avoir accès au Québec. Puis c'est ça, donc le projet de diversification des cultures a été mis en place pour répondre aussi un peu à ces besoins-là, avec comme objectif très général là, d'évaluer des cultures nouvelles ou en émergence, en serre, pour justement permettre de diversifier l'offre ou prolonger la saison de production. Puis plus spécifiquement, ce qu'on voulait faire, c'est aller évaluer des paramètres agronomiques et phytosanitaires des cultures ou des cultivars qui sont en émergence ou même déjà produits chez certains producteurs, puis évaluer ces paramètres-là pour l'automne et l'hiver, justement les productions d'automne-hiver pour certaines des cultures, puis finalement aussi effectuer des évaluations économiques des cultures plus prometteuses. C'est un projet qui est mené par le CRAM depuis 2021, puis le chercheur responsable, c'est François Dumont. Ce qui a été mis en place, c'est une approche complémentaire où on a fait des suivis en entreprise, puis aussi des essais agronomiques plus en conditions contrôlées. Aujourd'hui, l'objectif de ma présentation, c'est de venir mettre un peu en perspective là, les différentes approches de production des cultures automnales et des cultures hâtives. Par culture hâtive, je vais parler des cultures qui sont implantées soit fin de l'hiver, même hiver et début de printemps. Puis, c'est de venir un peu là, croiser les observations qui ont été faites chez les entreprises, donc sur le terrain, avec des résultats d'essais qui ont été faits plus en conditions contrôlées, pour permettre en fait d'éclairer certains choix techniques, puis aussi de mieux comprendre des enjeux agronomiques et phytosanitaires qui sont reliés à la production de ces cultures-là. Donc, aujourd'hui, je vais couvrir 4 cultures. Le navet, qui a été suivi en entreprise et pour lequel aussi on a fait des essais au CETAB, et l'oignon vert, pour lequel on a fait des essais au CETAB, ainsi que la carotte et la bétacarde, deux cultures qui ont été suivies en entreprise.
Juste aussi pour donner un peu de contexte sur comment on a fait les suivis en entreprise. Donc, les cultures ont été suivies sur place en entreprise avec des dépistages. Puis, 2 fois par mois, dans le fond, on allait en entreprise pour faire des dépistages, suivre la culture, récolter des données. Puis ça s'est fait depuis le début de l'implantation de la culture jusqu'au début des récoltes. Ensuite, il y a un questionnaire qui a été complété avec les producteurs pour aller recueillir là, toutes sortes d'informations. Puis, c'est ça, comme on l'a mentionné, ben, c'était de la production seulement plein sol, là. Les cultures qui ont été suivies étaient en production plein sol, dans des serres individuelles ou en chapelle. Puis, c'était toujours dans une régie climatique, soit en serre non chauffée, donc aucun chauffage, ou minimalement chauffée. Pendant la présentation, pour référer aux différents types de chauffage, là, je vais utiliser souvent les pictogrammes que j'ai mis ici, là, donc un flocon pour aucun chauffage, puis un petit calorifère pour le minimalement chauffé. Pour les essais agronomiques, les résultats que je vous présente aujourd'hui, c'est des essais qui ont été faits au CETAB. Donc, c'est 2 serres individuelles identiques, sauf qu'il y en a une qui est chauffée minimalement, puis l'autre est non chauffée. La serre était gardée là, à 0 degré dans la minimalement chauffée. Puis dans la serre non chauffée, il y avait aussi des couvertures pour recouvrir les cultures quand les températures prévues dans la serre allaient descendre sous 0. Puis même chose, c'était production plein sol ici aussi pour les essais agronomiques. Donc, je commence avec le navet ou raviole. Le navet, on l'a suivi en entreprise maraîchère et on a aussi fait des essais au CETAM. On a fait des essais et des suivis à l'automne 2022, puis même chose, essais et suivis au printemps 2024. Ce qui a été évalué, c'est la régie climatique, les dates de semis, puis aussi différentes densités. Ici, pour chaque culture, je vais vous prendre le temps de vous présenter les jams, donc les jours à maturité et ou les périodes de récolte. Je vais souvent utiliser ce genre de graphique, mais je vais aussi prendre le temps là, de toujours mentionner les informations intéressantes, les tendances qui ressortent pour chaque graphique. Donc, si les graphiques sont comme plus compliqués à lire, je vais prendre le temps de sortir les informations pertinentes. Mais je vais quand même vous expliquer ici là, ce que ça représente. Il y a un aspect visuel qui peut être intéressant. Donc, le point ici, ça va être la date de première récolte. Donc, toute la bande qui se trouve avant le point qui est un peu plus pâle, ça se trouve avec les jours à maturité. Donc, de la date d'implantation ici de semis jusqu'à la première récolte. Puis, la bande en plus foncé, ça va être dans le fond la période de récolte, donc de la date de première récolte à la date de dernière récolte. Vous avez les flocons et les petits calorifères pour vous indiquer la régie climatique qui était utilisée dans chaque serre. Ici, c'est les implantations de suivi en entreprise. Puis, les nombres que j'ai mis ici, ça représente en fait le nombre de jours à maturité avant la première récolte. Donc, qu'est-ce qu'on a pu observer aussi avec les suivis en entreprise? C'est que les dates de semis plus précoces amenaient, sans surprise, les jours à maturité plus longs, donc plus de jours à maturité. Au niveau des rendements obtenus en entreprise, donc en entreprise, comment les rendements sont calculés pour les navets, c'est en termes de bottes au mètre carré. Les bottes vont être considérées de 7 à 10 unités, là, donc de 7 à 10 ravioles. Puis souvent, il va y avoir un calibre de 3 à 5 cm de diamètre. Donc, c'est sûr qu'ici, quand on compare les rendements, il faut toujours garder en tête que ça varie quand même un peu d'une entreprise à l'autre au niveau du format. Donc, les chiffres que vous avez ici pour chaque implantation, ce sont les rendements en bottes par mètre carré. Puis, ce qu'on peut observer, c'est que les meilleurs rendements obtenus, c'était vraiment plus pour les implantations là, qui sont faites à l'hiver ou au printemps plutôt qu'à l'automne. Mais ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'à l'automne, souvent les densités vont être plus faibles. Donc ici, ces implantations-là avec 4 ans par parcelle au lieu de 5 à 6 rangs pour les implantations faites en hiver et printemps. Je vais revenir aussi sur les densités là, par rapport à l'automne plus tard. Pour ce qui est des essais au CETAB, ici, je vous ai fait un tableau avec les jours à maturité. Ce qui ressort vraiment, en fait, c'est que dans serre minimalement chauffée, on va avoir là, des jours à maturité, un nombre de jours à maturité plus court pour les implantations d'hiver et au printemps. Il n'y a pas eu de différence là, de jours à maturité pour l'implantation qui a été fait plus
pardon, en octobre, donc à l'automne. Puis aussi, ben, les jours en maturité pour les implantations d'automne étaient plus longs que pour ceux des implantations hiver-printemps. Ici, je vous présente les rendements seulement pour les implantations là, d'hiver-printemps parce que ici, on avait deux densités différentes. Donc, sur le graphique, ce que vous avez, c'est les rendements en kilogrammes au mètre carré. Ici, vous avez les densités. Donc, les densités, on avait des parcelles de 5 rangs et des parcelles de 7 rangs. Puis ici, vous avez les implantations. Donc, à gauche, l'implantation en avril, puis à droite, l'implantation en février, avec les différentes régies. Donc, on observe des rendements quand même plus élevés là, pour les implantations en avril. Au niveau du chauffage, donc le chauffage minimal ici ne semble pas améliorer les rendements où il y a très peu de différence pour des densités plus faibles. Puis, par contre, pour les densités plus élevées, en sang minimalement chauffé, le rendement est augmenté ici pour la régie avec chauffage. Ici, je vous présente dans le fond les rendements moyens pour les trois implantations, donc automne, hiver et printemps, avec la densité de 5 rangs par parcelle, pour soit en mesure de les comparer. Donc ici encore, on avait des meilleurs rendements là, pour les implantations d'hiver-printemps, comme ce qui concorde un peu avec les entreprises, ce qui a été observé en entreprise. Mais ici, je vais juste revenir sur les densités. Donc, dans le fond, à l'automne, nous autres, on avait suivi des recommandations de producteurs qui produisaient déjà le navet. En automne, ce qu'on s'est conseillé, c'est de plus espacer les plants sur le rang lui-même pour optimiser, dans le fond, la quantité de lumière qui peut rejoindre le plant, puis améliorer l'aération. Donc, évidemment, ici, ça va influencer aussi le rendement au mètre carré. Ici, ce que je vous présente comme graphique, c'est le calibre moyen d'un plant en millimètres. Donc, le calibre tourne autour là, de 3 à 3,5 cm en fonction des paramètres qui ont été testés. Donc, ici, c'était surtout d'aller vérifier est-ce que la régie climatique ou les densités peuvent avoir un effet sur le calibre. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que le calibre varie peu selon la densité et aussi la date de semis. Donc, il n'y a pas de différence là, qui semble être significative. Il y a ce qu'on remarque, c'est qu'avec le chauffage minimal, le calibre semble être augmenté légèrement. Donc, encore une fois, il n'y a pas une tendance très grande qui ressort, mais le chauffage minimal semble permettre de récolter des calibres un peu plus gros de navets. Ce qu'on a pu observer comme enjeu agronomique ou phytosanitaire, en entreprise, on a vu des plants avec une montée en fleurs. C'était soit dû en fait aux chaleurs printanières, souvent comme excessives, ou parfois à l'automne, ça pouvait aussi être dû au manque de lumière. Puis l'autre chose qu'on a pu observer, c'est le fendillement du rabiol lui-même avec des récoltes tardives pour les implantations d'automne. Donc, on pense que ça a été causé par le froid, donc certains gels, mais ça a été observé en serre minimalement chauffée aussi. Au niveau là, des enjeux plus phytosanitaires, on a vu quelques ravageurs, vers gris, pucerons et trips. Dans nos observations, c'est resté assez des cas légers puis qui se sont bien contrôlés avec les auxiliaires, mais les producteurs ont mentionné que les pucerons peuvent devenir assez problématiques là, pour les ravioles, puis que ça prend un suivi un peu plus serré. On a pu observer un cas d'oïdium, un cas de blanc dans les ravioles. Encore là, ça n'a pas eu d'impact majeur sur la culture, mais je trouvais que c'était intéressant de mentionner que le blanc peut quand même là, aller sur la culture. Fait saillant qui ressort un peu pour des essais puis des observations en entreprise. Donc, le navet, c'est une culture active qui semble être bien performante, plus qu'à l'automne. Puis il y a aussi plusieurs dates de semis là, qui semblent être possibles avec quand même des récoltes intéressantes. Le chauffage, comme on a pu voir, c'est qu'il peut accélérer la croissance, peut augmenter aussi légèrement le calibre, mais ça ne semble pas non plus être toujours nécessaire, dépendamment des dates de semis. Puis finalement, les densités plus élevées permettent quand même d'augmenter beaucoup le rendement au mètre carré sans nécessairement avoir un effet sur le calibre des plants récoltés. On passe à l'oignon vert. Donc, pour l'oignon vert, on a réalisé des essais au cétable, toujours en serre non chauffée ou minimalement chauffée. Puis, il y a eu des implantations à l'automne 2023 et des implantations au printemps 2024. Ce qu'on a pu comparer, c'est des cultivars. Donc, on a comparé 3 cultivars.
des dates de semis et des dates d'implantation. Donc, à l'automne, il y a eu 2 dates de semis, puis une date d'implantation. Puis, pour hiver, printemps, il y a eu une date de semis, puis une date d'implantation. Puis, finalement, on a pu aussi comparer là, différentes densités, donc différents nombres de rangs par parcelle. Ensuite, on est allé mesurer le rendement, le calibre des différentes parcelles. On a aussi noté les causes de déclassement, puis on a fait des suivis de ravageurs et des maladies. Donc ici, vu qu'on avait beaucoup là, d'implantation avec tous les différents paramètres, je vous ai fait un tableau pour les jours à maturité. Ce qui ressort vraiment, c'est qu'il y a un cultivar Guardsman qui a des jours à maturité, le nombre de jours à maturité plus court par rapport aux autres cultivars. Surtout, là, ça se démarquait par rapport aux semis plus tardifs qui étaient faits à l'automne. Donc, qui était intéressant pour ça. Puis sinon, la tendance là, qui ressort peu sans surprise, c'est que les jours à maturité sont plus courts en serre minimalement chauffée pour pas mal tous les cultivars et les dates de semis. Au niveau là, de faits sont intéressants de noter pour les jours à maturité, la période de récolte, on a que la durée de récolte varie quand même beaucoup selon la date de semis, le cultivar et la régie climatique. En général, la serre minimalement chauffée va diminuer les jams, comme je l'ai mentionné. Puis aussi, ça permet quand même d'allonger un peu la période de récolte par rapport à la serre non chauffée. Puis c'est ça, l'autre chose, je répète un peu ce que j'ai dit avant, mais le cultivar Guardsman avait quand même une période de récolte le plus longue, puis aussi des jams plus courts par rapport aux 2 autres cultivars. Au niveau des rendements, je sais qu'il y a beaucoup de choses sur le graphique, là, mais je vais vraiment sortir ce qui est le plus intéressant ici. Bon, le cultivar Guardsman ici aussi est le cultivar le plus intéressant au niveau du rendement commercialisable. Je vais juste mentionner ici les rendements, c'est calculé en grammes par mètre carré. Donc, c'est ça, le cultivar Guardsman se démarquait là, des 2 autres cultivars et ce pour pas mal tous les paramètres testés, donc densité, régie climatique et date de semis. Aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que la densité la plus élevée amenait généralement des rendements les plus élevés aussi. Puis même chose, même pour les différentes dates de semis et les différentes régies climatiques. Ensuite, les semis automnales hâtifs par rapport aux semis automnales tardifs avaient des rendements supérieurs. Mais c'est sûr que les rendements les plus intéressants étaient ceux des implantations faites au printemps et non ceux à l'automne. C'est ça ici que je mentionne. Puis ça, en fait, on le remarque encore plus pour les cultivars Evergreen Hardy White puis White Lisbon, qui avaient des rendements vraiment faibles pour les implantations d'automne versus les plantations hiver-printemps. Ici, encore une fois, je présente un graphique sur le calibre. Donc, ça, c'est le poids moyen d'un plant commercialisable selon les différents paramètres testés. Donc, ici, ce qu'on avait vu, c'est que la densité élevée augmente le rendement au mètre carré. Donc, on a voulu vérifier est-ce que, par contre, ça peut jouer sur le calibre du plant. Puis, ce qu'on remarque, en fait, c'est que le taux de semis élevé n'affecte pas le calibre. Donc, ça reste quand même intéressant d'augmenter la densité ici. Au niveau des causes de déclassement, on a eu des plants avec des hampes florales. Ça représentait à peu près 15 des plants qui ont été déclassés. On a aussi eu des plants trop petits, donc des plants qui n'atteignaient pas un calibre suffisant pour être commercialisés. Ça représentait à peu près 24 des plants. Puis, on a eu quelques plants qui ont été déclassés à cause de dommages de ravageurs. Entre autres, on a eu un petit peu de teigne de poire. Mais ça restait assez petit, là, la quantité de plants qui ont été déclassés pour ça. Toujours au niveau des causes de déclassement, il y a eu aussi des variations selon les cultivars. Donc, le cultivar White Lisbon, c'est le cultivar qui avait le plus de hampes florales, puis qui a eu les pertes les plus importantes là, pour cette cause-là. Puis sinon, le cultivar Evergreen Hardy White, lui, les pertes étaient plus importantes pour les petits plants qui n'ont pas atteint un calibre commercialisable, surtout pour les implantations automnales en serre minimalement chauffée.
Puis finalement, le cultivar Guardsman, c'est lui qui a eu le moins de pertes de rendement, puis de cause moins de plants qui ont été déclassés là, par rapport aux deux autres, ce qui explique aussi pourquoi le rendement commercialisable était plus élevé. Au niveau des enjeux phytosanitaires, on a vu des trips qui ont été quand même bien contrôlés avec l'introduction d'acariens prédateurs, puis un peu de teigne de poireaux. Encore là, ça restait assez petit, là, le nombre de plants qui étaient affectés. Puis sinon, ce qu'on a pu observer aussi, c'est une maladie de système Psyllium pour les implantations de l'automne, où en fait, c'est un champignon de faiblesse qui s'attaque à des plants stressés ou endommagés. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que les symptômes se sont vraiment résorbés autour du mois de mars à avril. Puis c'est le cultivar Guardsman là, qui a été le moins affecté, puis aussi qui a eu les plants dont les symptômes se sont le plus résorbés rapidement. Fait saillant pour la culture de l'oignon vert, ce qu'on a pu observer, c'est que vraiment les jours en maturité sont très longs avec les dates de semis qui ont été testées. Donc, c'est sûr que ça porte à penser que la rentabilité va être assez limitée là, pour des implantations d'automne avec les dates qu'on a testées. Ce serait intéressant d'implanter plus tôt pour peut-être optimiser la production puis raccourcir les jours en maturité. Sinon, autre chose qui était quand même vraiment intéressante, c'est que le cultivar Guardsman se démarque vraiment là, par rapport aux autres, surtout pour des implantations d'automne. Puis, finalement, autre chose intéressante, c'est le taux de semis élevé là, semble vraiment augmenter le rendement sans nuire au calibre. Je passe maintenant à la carotte. La carotte a été suivie en entreprise. Elle a été suivie seulement comme culture hâtive, là, donc seulement pour des implantations de hiver et début printemps. Le cultivar utilisé par les 5 entreprises suivies était Napoli, donc c'est le cultivar qui semble être le plus utilisé pour les serres. Donc, conditions de culture observées, ça revient toujours un peu au même. Donc, on observait en serre avec ou sans chauffage, puis chauffage, c'était chauffage minimal. Les semis allaient de mi-janvier à début mars, là, donc il y avait quand même une longue période pour les semis. La culture de la carotte était semée directe. Puis, il y a eu des densités un peu variables selon les entreprises. Donc, ici, au niveau des jours à maturité et la période de récolte, ce qu'on a pu voir, encore une fois, ça reste assez logique, là, c'est que les jours à maturité sont plus longs pour les dates de semis précoces. Donc, ces implantations qui ont été faites plus au mois de février avaient des jours quand même plus longs que pour les implantations qui ont été faites fin février, début mars. L'autre chose aussi qui est quand même intéressante de noter, c'est qu'il ne semble pas avoir d'effet marqué là, du chauffage minimal sur les jours à maturité ici. Quand on compare l'entreprise 5 là, qui est sans chauffage, elle a les mêmes nombres en fait de jours en maturité que l'entreprise 2 qui elle, était en chauffage minimal, alors que les dates de semis là, sont relativement proches. Au niveau des rendements, la carotte, les rendements sont aussi calculés en bottes. Ici, je vous mets les bottes par mètre carré. Puis encore une fois, il y a beaucoup de variabilité là, entre les entreprises. Au niveau des bottes, ça va de 7 à 15 carottes par botte. Donc ici, toujours à prendre avec un grain de sel quand on compare les rendements. Sinon, ce qui ressortait un peu par rapport là, au rendement, c'est que des densités élevées amenaient quand même généralement là, des rendements au mètre carré un peu plus élevés. Puis ici, là, peut-être, je vais juste mentionner, il y a une entreprise aussi qui a commencé en chauffage, en sans chauffage, puis quand a mis du chauffage à peu près fin avril. Puis ça, ben, ça semble pas trop avoir affecté non plus là, la croissance des carottes, selon les producteurs. Puis ça n'a pas nuit non plus là, aux récoltes ou ça n'a pas amené de montée en fleurs non plus de la production quand ils ont parti le chauffage dans la salle. Au niveau des enjeux agronomiques qui ont été observés ou qui ont été discutés avec les producteurs, on parlait beaucoup de germination lente à basse température, ce qui peut expliquer là, pourquoi les jams peuvent être aussi longs euh, quand il y a des dates de semis plus tôt à l'hiver.
Les producteurs ont aussi mentionné que l'arrosage est assez critique à la levée, donc d'arroser souvent, de garder vraiment la terre humide. Puis la levée est souvent irrégulière, donc ce qui a été recommandé souvent, c'était de faire des semis denses puis éclaircir après pour éviter d'avoir une levée très irrégulière. Euh, D'autres risques là, qui ont été mentionnés plus au niveau là, de la période de récolte en fin de cycle, c'est des fois avoir des carottes trop matures qui peuvent amener des craquelures, puis aussi la dégradation là, du feuillage en fin de cycle. Au niveau des enjeux phytosanitaires, ce qu'on a observé, c'est seulement un cas là, de pucerons verts du pêcher qui a été bien contrôlé aussi avec des auxiliaires. Donc, c'était quand même intéressant de vérifier que les auxiliaires fonctionnent aussi sur la culture de la carotte. Puis, on a eu 2 cas là, de sclérotinia qui ont été observés. C'est resté assez anecdotique aussi, les cas de sclérotinia. Mais je mentionnerais quand même que sclérotinia, même si ça reste peu de cas, c'est quand même une maladie fongique qui était observée régulièrement dans différentes entreprises pour des cultures de climat frais à l'hiver et au printemps. Donc, peut-être à surveiller aussi. L'effet saillant au niveau de la carotte, c'est une culture hâtive qui semble être vraiment appréciée du marché. Là, quand on remplissait les questionnaires avec les producteurs, ce qu'on nous mentionnait, c'est qu'il y a vraiment une forte demande, puis que la mise en marché est vraiment facile, que ce soit pour les paniers, les marchés ou les restaurateurs. Souvent, ce qu'on nous mentionnait, c'est que dans le fond, ils ne sont pas capables de rencontrer la demande. Là. Les carottes sont vendues avant même d'être produites des fois. Les dates de semis semblent assez déterminantes là, surtout au niveau là, des jours à maturité. Donc, semis de janvier, évidemment, les jours à maturité sont plus longs et les récoltes étaient plus courtes aussi. Alors que les semis de février-mars, les jours à maturité étaient plus courts, puis les producteurs ont réussi à plus étaler leur production. Les rendements sont assez variables entre entreprises. Nos comparaisons sont assez limitées, mais selon les producteurs aussi, c'est une culture là, qui a un bon potentiel de rendement au mètre carré. Puis finalement, ben, c'est une culture qui semble avoir une régie climatique assez flexible. Là. Donc, ça semble être une production possible soit en serre non chauffée ou minimalement chauffée. Donc, je suis rendue à la bêta-carde. La bêta-carde a été suivie dans 4 entreprises. Elle a été suivie comme culture automnale et comme culture hâtive. Les 2 cultivars qui étaient utilisés en entreprise, c'était Rainbow Mix et Bright Light. Puis encore une fois, les conditions de culture observées en serre sans chauffage ou avec chauffage minimal. Les implantations étaient faites soit en octobre, mars ou avril. Puis, encore une fois, les densités étaient un peu variables selon les entreprises. Ça allait de 4 à 6 rangs par planche. Donc ici, jour en maturité et période de récolte pour la bêta-carde. Donc, ce qui ressort, encore une fois, un peu sans surprise, les dates de semis au printemps sont associées vraiment au jour en maturité plus court que par rapport à l'implantation qui avait été faite en octobre. Aussi, ce qui est intéressant de noter, là, c'est que la bêta-carde, elle a vraiment une longue période de récolte. Puis, toutes les entreprises qu'on a suivies, en fait, produisent la bêta-carde sur une surface relativement petite en serre. Là. Donc, ce qu'il mentionnait, c'est que c'est intéressant parce que c'est possible de la récolter vraiment, c'est ça, longtemps avec une petite implantation. Au niveau des rendements, encore une fois, la bêta-carde, les rendements sont mesurés en bottes. Ici, je vous mets les chiffres de bottes par mètre carré. Les bottes sont composées généralement de 6 à 8 feuilles. Puis les producteurs mentionnent que le nombre de feuilles est ajusté là, selon leur grosseur. Ici, ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que le meilleur rendement qui a été observé, c'était vraiment en serre non chauffée par rapport aux autres. Puis il semble être quand même plus élevé que ceux enregistrés dans les serres minimalement chauffées. Au niveau des enjeux agronomiques et phytosanitaires observés, ce qu'on a observé comme ravageurs, c'est pucerons verts du pêcher, des trips, limaces et chenilles. Le puceron vert, il y a eu, on a vu quand même là, vous pouvez voir sur la photo, des cas assez importants, mais ça a quand même été bien contrôlé justement avec Aphidius puis des coccinelles. Les trips, ça reste des dommages mineurs, puis c'est généralement bien contrôlé aussi avec les acariens prédateurs.
L'image échelonnée, ben, j'ai noté dommages mineurs dans le sens où il y avait peu de cas, mais comme on peut voir sur la photo, les dommages peuvent quand même être assez importants sur le plan lui-même. Puis les producteurs, en mettant des filets, généralement, s'en sortaient bien. Donc, ça semble quand même être assez simple à contrôler en serre avec les filets. Sinon, au niveau des maladies et désordres là, observés, on a eu, nous autres, on n'en a pas observé, mais on a eu des mentions de quelques cas mineurs de Cercospora, qui est une maladie fongique. Donc, les feuilles étaient retirées, puis ça semble pas avoir été un plus gros enjeu que ça. Puis, sinon, on a vu aussi brûlure marginale. C'était assez ponctuel, puis c'était surtout en fin de récolte que ça a été observé pour les implantations qui avaient été faites à l'automne. Puis c'est probablement dû justement plus à des stress euh, de nutrition ou hydrique. Fait saillant qui ressort pour la culture de la bête à carde. Ce qu'on nous a mentionné aussi, c'est que c'est vraiment une culture robuste puis qui tolère vraiment bien le froid. Donc, elle est vraiment bien adaptée pour les serres froides ou peu chauffées. L'autre chose, c'est ce qui est intéressant avec la bête à carde, c'est les récoltes multiples puis les périodes de récolte qui sont assez longues, surtout pour les implantations printanières. La production est possible là, sur une petite surface, comme j'ai mentionné, grâce à la durée et la fréquence là, des récoltes possibles sur cette culture. Donc, elle est intéressante quand même pour la prolongation de saison puis l'approvisionnement des restaurateurs. Ça fait partie des commentaires aussi qu'on a reçus des producteurs. Puis, ben, on a suivi une seule entreprise là, pour l'implantation automnale, mais le potentiel semble être intéressant aussi là, pour des implantations à l'automne. Donc, ça fait le tour des 4 cultures que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je reviendrai sur 2 éléments là, qui sont peut-être plus à considérer en production automnale ou hâtive, qui, justement, avec les résultats puis les observations que je vous ai présentées, peuvent être intéressants à noter. Donc, au niveau de la date d'implantation, on a vu qu'elle influence beaucoup là, les jours à maturité et aussi la période de récolte. Ce qu'on a observé, c'est ce qui est assez logique aussi, là, c'est que les jams sont souvent longs pour les implantations automnales tardives ou les implantations qui sont plus précoces faites à l'hiver. Ça, ce que ça amène, ben, c'est les implantations qui vont être très tardives ou très précoces peuvent augmenter les risques parce qu'en fait, en augmentant le cycle, on augmente un peu le risque de rencontrer des enjeux agronomiques ou phytosanitaires. Donc, pour ce genre d'implantation-là, ça pourrait nécessiter là, des ajustements au niveau de la régie, puis même des fois du choix du cultivar. Sinon, aussi au niveau de la régie climatique, le chauffage minimal peut améliorer là, certaines performances au niveau du rendement ou des jams, mais l'effet n'était pas constant, puis il n'était pas toujours là selon les cultures ou les dates de semis. Donc, ici, dans plusieurs cas, ce qu'on voyait, c'est que les rendements obtenus dans les serres sans chauffage étaient comme comparables ou même des fois supérieurs aux serres minimalement chauffées. Donc, le chauffage est pertinent seulement si les gains agronomiques peuvent compenser les coûts énergétiques. Mais ici, dans le fond, la rentabilité ne peut pas être évaluée uniquement à partir des rendements. Donc, ça prendrait vraiment des analyses agroéconomiques pour aller spécifier quand est-ce que le chauffage minimal est intéressant et rentable pour les différentes cultures, puis les différentes dates de semis. Pour conclure, dans le fond, aujourd'hui, je vous ai présenté 4 cultures qui peuvent quand même être produites en serre, soit à l'automne ou en période hâtive, puis qui présentent en fait des stratégies d'implantation assez variées, certaines un peu plus avantageuses que d'autres. Les dates d'implantation sont souvent assez déterminantes, encore plus que la régie climatique, selon les résultats de nos essais puis des suivis en entreprise. Puis le chauffage n'est pas une garantie là, de rendement accru. Donc, les choix techniques gagnent quand même à être évalués en fonction toujours du contexte puis de la rentabilité de chaque culture. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au projet puis qui ont contribué, ainsi que nos partenaires financiers. Je vous remercie également pour votre écoute, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.
Merci, Claudine, pour cette excellente présentation. C'était imagé, c'était clair, bravo. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Pour poser votre question, vous pouvez utiliser la fonction lever la main. Nous serons alors en mesure d'activer votre micro pour que vous puissiez vous-même poser votre question. Excusez, ouais. Vous pouvez aussi écrire votre question dans la zone clavardage ou conversation. Alors, il y a eu quand même plusieurs questions dans le clavardage, mais j'irai d'abord avec les mains levées. Donc, pas désactive, mais j'active le micro. Et Isabelle Fréchette. Bonjour. Merci pour la formidable présentation. J'avais une question par rapport à sclérotinia. Donc, ça a été mentionné là, qu'il y avait quand même plusieurs entreprises touchées. Est-ce que tant dans les entreprises que dans les installations, par exemple du CETAB, il y a eu l'application de Contents, là, Content, je sais pas si je le prononce bien, là, mais pour ne pas le nommer. Puis si ça a porté fruit, j'aimerais entendre un peu parler de sclérotinia. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'application de Contents quand on a fait nos essais agronomiques au CETAB. Chez certaines entreprises suivies, là, je sais qu'il y a une entreprise qui en avait mis. Par contre, elle l'a mis après qu'on ait fait nos suivis. Puis, je n'ai pas fait le suivi de savoir si ça a bien fonctionné ou non, malheureusement. Mais je sais qu'il y a des producteurs qui l'ont essayé. Mais j'ai malheureusement pas fait le suivi avec les producteurs pour savoir si ça avait porté fruit ou non. Je suis désolée, Merci. je n'ai pas plus de détails. Merci. Maxime Bellil, je vais activer votre micro. C'est parti. Yes, parfait. Moi, je voulais savoir, est-ce que les producteurs qui ont fait les essais au niveau des carottes, est-ce qu'ils avaient utilisé des techniques pour augmenter le taux de germination, comme mettre des couvertures flottantes par-dessus les planches ou des choses comme ça? Oui, ce qu'on m'a beaucoup spécifié, c'était vraiment l'arrosage. En fait, ils ont enlevé les gouttes à gouttes, puis ils ont été arrosés là, à la main, des fois 2 fois par jour. Donc, de garder vraiment le terreau humide. C'est plus qu'est-ce qui a été fait pour permettre là, la germination. J'ai pas eu de couverture flottante qui ont été mises dans les entreprises qui ont été suivies, par contre. OK, parfait. Merci beaucoup. Alors, j'autorise maintenant le micro de Madeleine Olivier. Madeleine, Oui, bonjour. Oui, je me demandais en fait s'il y avait quand même eu un suivi sur les températures intérieures de la serre et extérieure, parce qu'exemple, en serre froide, non chauffée, si on a un hiver doux versus un hiver rigoureux, comme on a cet hiver avec des -35, est-ce qu'en serre froide, on devrait quand même avoir prêt au cas où un chauffage minimal d'appoint quand on atteint certaines températures? Parce que moi, cet hiver, tout a gelé dans la serre, il n'y a rien qui a survécu. Puis juste rapidement, pour revenir sur la question de Maxime juste avant moi, moi, je fais de la carotte hâtive en serre, puis j'ai comparé, puis c'est minimalement chauffé là, à partir du mois de mars, mon semis. Puis j'ai comparé avec une couverture flottante versus pas de couverture flottante, puis j'ai à peu près une semaine de différence là, dans la germination. Puis la première question, oui, chez les entreprises, on n'a pas fait le suivi là, intérieur-extérieur. Au CETAB, on l'a fait. Là, j'ai pas le graphique, malheureusement, là, avec moi pour ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les entreprises, généralement, ont des couvertures qui mettent en place là, quand il y a des annonces de température là, qui descendent très bas. Les suivis qu'on a faits en 2024, ils n'ont pas eu recours, en fait, aux couvertures pendant qu'on faisait les suivis. Faudrait peut-être que sinon j'aille revérifier. Je sais que c'est des informations qu'on prenait en note, là, à savoir les couvertures, quand est-ce qu'ils étaient mis, c'était quoi les couvertures, la quantité. Donc, je le sais, c'est quand même une approche qui est utilisée là, par les producteurs quand c'est des serres froides. Puis, sinon, dans les essais au CETAB, les couvertures étaient mises systématiquement comme
quand il y avait une annonce, j'ai plus la consigne exacte, mais si on prévoyait que la température descendait en dessous de 0 dans la serre, les couvertures étaient mises pour la nuit, c'est certain, ou la journée. OK. Puis, on avait fait le suivi. Puis dans le même ordre d'idée, j'imagine que la rétention de la chaleur va être vraiment différente dans une petite serre versus une plus grande serre. Puis que les mesures de protection, de gestion du risque de gel sont différentes, là. Je ne sais pas si Oui. ça a été regardé aussi. On a pris quand même les mesures là, des différentes serres. Généralement, on était beaucoup là, dans des serres 30 par 100 qui se ressemblaient beaucoup. On avait une serre en chapelle, là, donc beaucoup plus grande. Celle-là était minimalement chauffée, en effet. J'ai pas été ajouter ce paramètre-là quand on a regardé, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant là, de voir en fait les différentes approches de gestion climatique selon la grandeur de la serre. Mais je dirais que oui, la serre en chapelle qui a été suivie, elle était minimalement chauffée, elle. OK. Merci. J'irai peut-être avec une première question, un clavardage. Je reviendrai pour la main levée. Étienne Gérard Mignot se demandait justement là, c'était quoi exactement le chauffage minimal, si c'était bien 5 degrés. Je crois que c'était au setup 0 degré que tu mentionnais, Claudine. Puis peut-être pour les autres entreprises suivies, ça variait ou pas, peut-être. Oui, c'est ça. Dans les entreprises, j'aurais pu le mentionner, ça allait de 0 degré à 5 degrés. Donc, les entreprises ne choisissaient pas tout le temps la même consigne là, au niveau du chauffage minimal, mais ça variait de 0 à 5. Merci, Claudine. Miranda Soula, je te laisserai prendre la parole. J'autorise ton micro. Oui, alors, je voulais savoir s'il y avait une différence entre les serres chauffées et non chauffées en termes de présence de ravageurs ou auxiliaires ou s'il y avait d'autres différences phytosanitaires. Merci. Oui, je dirais que le puceron vert du péché là, est pas mal plus présent dans les serres minimalement chauffées que non chauffées, les trips aussi. Puis c'est sûr qu'au niveau là, des auxiliaires, eux aussi sont affectés là, par les températures. Là, donc, c'est sûr que l'activité des auxiliaires va être augmentée aussi quand il y a du chauffage, quand les températures sont plus élevées. Donc, là-dessus, on le sait que ça a un impact. Puis, je dirais qu'au niveau des maladies, c'est vraiment comme basé sur des observations et non un calcul là, de chiffres, là, donc à prendre avec un grain de sel, mais dans des serres non chauffées, souvent l'humidité là, va être un peu plus élevée, ce qui fait qu'on observe quand même un peu plus de maladies fongiques que dans les serres minimalement chauffées, mais moins d'insectes. Donc, ça serait ma réponse. Merci. Étienne Gérard Mignot. Faites un parallèle avec la luminosité. Parce que dans le fond, le calendrier est fait pour la région dans laquelle vous êtes, mais moi, j'essaie des fois de travailler plus avec la quantité de lumière par jour. Là. Puis, comme parallèle, vous voulez dire par rapport comme aux dates de semis ou la position Oui, aux comme dates telle? de semis. Moi, Donc, j'essaie, mettons, d'arriver mon 10 heures de lumière par jour, d'être au moins 3 semaines avant ça, ou 4 semaines, dépendamment des semences. Là. Pour toutes sortes de contraintes, c'est sûr que pour les essais faits, on n'a pas pu calculer là, justement la luminosité. Mais oui, je pense que c'est le facteur principal là, qui joue au niveau des dates de semis, ça va être la luminosité. Donc, c'est pour ça que des semis tardifs à l'automne amènent des jours à maturité beaucoup plus longs, puis les semis précoces à l'hiver aussi allongent beaucoup plus. Donc, la luminosité, c'est vraiment le facteur limitant. Ici, on l'a un peu mesuré à travers les dates de semis, mais on l'a pas. C'est pas un facteur qu'on a calculé là, exactement en termes de. En fait, on aurait aimé avoir un appareil là, qui puisse mesurer la luminosité. Malheureusement, on n'y a pas eu accès, mais c'est le facteur le plus limitant là, pour les productions d'automne et d'hiver, la luminosité. Ça répond à ta question, Étienne? Oui. Mais sinon, moi, j'ai un pyranamètre, fait que je l'utilise, mais sinon, des fois, à la météo, ils te le disent, là, la date de lever du soleil puis de coucher du soleil. Fait que
J'avoue que j'y vais un peu avec ça aussi, là. Mhm. Oui, c'est sûr que ça peut être calculé aussi. Que je dis, pour des questions techniques, on n'avait pas trop le choix sur certaines dates d'implantation. Donc, on est allé comme ça, mais oui, ça peut se calculer, puis ça peut être un outil à utiliser justement dans le choix des dates de semis. Je pense que ça vaut la peine. Mhm. Morgane Louise Canova demandait quel auxiliaire avait été introduit avec succès contre le puceron dans la carotte, Claudine. Puis, dans le même sens, est-ce qu'il y avait une approche commune entre les entreprises, là, que ce soit pour la lutte intégrée ou autre, là, dans le cadre des essais qui ont été menés? Approche au niveau là, de la régie De lutte phytosanitaire, intégrée, ouais, de lutte intégrée. phytosanitaire ou autre, là, mais C'est quand même, il y a c'est encore un milieu peu exploré, là, justement, l'utilisation des auxiliaires en culture de climat frais. Mais ce qui a été utilisé dans la carotte, c'était les coccinelles. Donc, il y a eu la convergence, puis la productrice faisait aussi un élevage là, de coccinelles asiatiques, puis Aphidus colemani. Mais je vais quand même mentionner là, que ça a été introduit plus au mois de mars. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Par contre, pour toutes les auxiliaires, là, toute la période, je dirais, là, de novembre à mars, c'est beaucoup plus compliqué parce que les auxiliaires qu'on a qui fonctionnent bien en serre, plus en ce moment, là, qui sont plus accessibles sur le marché, sont vraiment dépendants là, de la photopériode. Les coccinelles aussi vont rentrer comme en hibernation. Donc, il y a un projet là, qui est en cours au CRAM justement sur l'utilisation là, d'auxiliaires de lutte pour le climat frais. Ça prend des insectes là, qui sont des auxiliaires qui vont avoir un cycle de vie plus adapté en fait pour les conditions de culture de climat frais. Puis bon, c'est un autre projet, là, mais ce qui semble bien fonctionner, dans ce projet-là, on a testé Micromus, Nabis, testé le CIRF, mais il n'est pas disponible, donc on a arrêté de le tester. Puis l'acarien prédateur. Puis c'est Nabis et Micromus là, qui semblent être le plus actif puis le plus efficace. Mais c'est des essais qui sont en cours, là, c'est pas, ça reste à peaufiner pour ça. Donc, puis en termes là, de stratégie qui est uniforme, il n'y en a pas en fait en ce moment. C'est quand même encore dans l'exploration là, par rapport à ça, de les trouver qu'est-ce qui fonctionne pas selon les régies, les cultures, puis les périodes de l'année. Merci. Est-ce que ça répond également, Alex-Antoine, à ta question qui disait qu'il avait l'impression, je vais la lire pour toi, Claudine, là, qui ne lit pas le clavardage. Là. J'avais l'impression que l'utilisation d'auxiliaires en climat plus froid était un défi, mais cela ne semble pas être le cas dans les essais que vous avez effectués. Est-ce qu'il y a une adaptation des méthodes et des espèces d'auxiliaires qui fait que c'est moins l'enjeu qu'il y a quelques années? C'était un peu... C'était pour te la lire. C'est vraiment le fait que ça a été comme... En fait, les populations ont vraiment augmenté au mois de mars. Puis, les auxiliaires introduits au mois de mars, généralement, ça peut bien fonctionner parce que là, la photopériode réaugmente. Donc, le cycle les coccinelles rentrent en mode plus reproduction aussi. Ils vont vouloir se nourrir. Donc, là, ça fonctionne bien pour ça. Par contre, les suivis qu'on a fait plus en janvier, février, ben là, il n'y en avait pas vraiment de problématiques de ravageurs. Je dirais, à part en serre minimalement chauffée ou avec un peu de trips, où les acariens prédateurs semblaient aussi bien fonctionner. Pour les trips là, en serre minimalement chauffée, on n'en avait pas dans la serre non chauffée, donc on n'a pas pu vérifier si ça fonctionnait ou non. Claudine, j'ai une question qui était en lien avec les valeurs nutritives. Je vais la retrouver. Elle disait, c'est Léonie Courchaine, qui disait, est-ce possible de faire une analyse comparative de la valeur nutritionnelle des échantillons? Est-ce que c'est... Je sais, c'est pas du tout dans mon domaine d'expertise, là, donc j'aurais de la misère à répondre à cette question-là. Les échantillons n'ont pas été conservés. Je veux dire, il n'y a pas eu d'échantillons qui ont été pris là, de toute façon. Non, dans le fond, c'est seulement les rendements qui ont été calculés pour les essais. Puis, au niveau des entreprises, on n'a pas
C'est seulement les données qui ont été fournies par les producteurs. Nous autres, on n'a pas récupéré d'échantillons là-dessus non plus. Et non, malheureusement, on n'a pas gardé d'échantillons. C'est excellent. J'ai Jérôme ici, Tivierge. Jérôme demande comment connaît-on les températures minimalement vécues par les cultures non chauffées. Tantôt, on a parlé de minimalement chauffé. On avait une idée là, en deçà de 0, plus ou moins jusqu'à 5. Mais pour le non chauffé, est-ce qu'on sait c'est la température qu'ils ont vécue là, réellement? C'est ça, je sais qu'on n'a pas pu faire les suivis là, dans les entreprises au niveau des températures, mais dans les essais du CETAB pour la culture du navet en 2022, ce qui avait été enregistré comme plus bas, je pense, c'était -10 dans la serre, mais sous les couvertures, ça descendait pas, c'est plus descendu autour de -4. Donc, il y avait comme cette différence-là. Puis pour les oignons verts, par contre, là, je me souviens plus, mais ça serait des informations qui seraient possibles de retrouver, là. Mais encore une fois, ce que je me souviens, c'est qu'il y a quand même une différence là, de degrés dans la température dans la serre versus sous les couvertures de la culture. Puis c'est ça, les essais 2023-2024, de mon souvenir, on n'a pas eu des gros gels. Donc, sous les couvertures, là, je pense qu'il n'y avait jamais eu quelque chose en bas de -1. Mais dans la serre, là, ça, je me souviens plus. Il faudrait que j'aille revérifier. Et dans le même sens, est-ce qu'il y a eu une ventilation en continu par ballon dans le contexte des serres non chauffées? Elle n'était pas en continu, mais il y avait de la ventilation pour les essais au CETAB. Puis chez les producteurs, ça variait. Les informations devraient être dans le rapport par rapport à ça, là, pour la ventilation, mais ça variait selon les entreprises. J'y vais avec Maxime Bellil qui dit carotte Napoli avec bâche germée une semaine plus tôt pour un semis en début mars en serre à chauffage minimal. La germination était-elle plus régulière aussi sous la bâche? C'est intéressant à noter ici. Evelyne Tran dit, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais c'était quelle étaient les dates de récolte prévues pour les implantations d'automne? Je pense que ça variait en fonction de Oui. des Puis variétés. pour quelle culture? Oui, c'est pas mentionné. Est-ce que tu as en tête déjà les environs pour Ben, ou peut-être Evelyne? Sinon, pour les navets, là, ce qu'on visait, c'était décembre, puis dans le fond, les plants n'avaient pas atteint le calibre. Donc, ça a été comme fin décembre, puis début janvier, là, les 2 récoltes qui ont été faites. Puis pour les oignons verts, les dates prévues étaient... Ce qu'on avait prévu, c'était beaucoup plus court, puis ça a pris beaucoup plus de temps. Puis comment on a fonctionné, c'est que chaque unité, en fait, était composée de 5 plants. Puis on avait 10 unités par rang. Puis dans unité, je parle d'un plant d'oignons verts. Quand on avait au moins la moitié, donc plus que la moitié, donc au moins 3 unités, au moins 3 plants d'oignons verts qui étaient... excusez-moi, je suis en train de vous mélanger, là, parce que j'ai mis unité 2 fois. Dans chaque unité, on avait 5 plants d'oignons verts. Pour récolter l'unité, il fallait au moins qu'il y ait 3 plants d'oignons verts qui avaient atteint un calibre commercialisable. Le calibre commercialisable, en consultant là, les producteurs puis des conseillers, ce que j'avais noté, c'était 0,8 cm. On avait un calibre commercialisable. Donc, pour récolter mon unité, il fallait que j'aie 3 plants qui avaient atteint ce calibre-là. Donc, c'est pour ça qu'il y avait aussi beaucoup de plants qui n'atteignaient pas le calibre. Puis ça, c'est ça. Ça a été beaucoup plus long que prévu, en fait, là, faire la récolte, ce qui a aussi, en fait, repoussé là, l'implantation des plants au printemps pour les implantations hiver-printemps. Puis, on était en haut de 120 jours, là, je pense, pour les récoltes avant de récolter. Est-ce que, merci Claudine, c'est bon, hein, il y a beaucoup de questions, ça intéresse. Valérie demande, en fait, aimerait que tu rappelles là, quelles sont les largeurs utiles des planches, là, parce que tu as parlé de rang, mais... Oui, c'est vrai que je ne vous ai pas mentionné. Donc, les parcelles chez les producteurs, là, ça peut varier quelque peu. Par contre,
pour nos essais, on s'est quand même beaucoup basé là, sur ce qui est fait en entreprise. Nos parcelles étaient 1,20 m par 80 cm, puis sans traçante, elle faisait 1,20 m aussi. Donc, largeur de la parcelle sur la superficie où il y avait la culture, 80 cm, puis sans traçante, 1,20 m, 120 cm. Je suis contente, là, Étienne, une question. Je te libère, pas te libère, mais je t'active, je t'autorise le micro. Tu peux aller, Étienne. Par rapport aux irrigations, peut-être plus à l'automne qu'au printemps, là, mais dans le fond, une bonne irrigation, quelques irrigations à l'implantation. Puis après ça, dans les serres non chauffées, la gestion de l'eau a-t-il été problématique? Continuez-vous à irriguer? On a continué à irriguer, mais pour les oignons verts, oui, ça a été quand même problématique. On n'a pas assez irrigué, en fait, à un certain moment. Puis, on pense, en fait, que c'est ça là, qui aurait probablement aussi amené beaucoup de stress aux plants, qui aurait causé le champignon Staphylium à prendre un peu le dessus sur pas mal toutes les parcelles. Donc, il fallait quand même plus irriguer qu'on pensait. Je ne sais pas si c'est peut-être le sol aussi qui était différent, là, mais on irriguait plus que ce que les producteurs faisaient généralement pour la culture d'oignons verts à l'automne. Je ne sais pas si ça répond. Ça a-tu été un problème? Parce que si ça gèle, tu disais que vous avez été jusqu'à moins 10, je pense. C'est ça, on a vraiment choisi les périodes, les journées ensoleillées pour irriguer, puis les journées plus chaudes. Donc oui, c'était quand même une gestion là, au niveau de... Il fallait s'assurer que ça ne gèle pas, puis irriguer assez tôt en journée aussi avant la nuit pour profiter un peu là, de la chaleur du soleil sur la serre. Puis, je peux-tu juste me permettre une deuxième question tant qu'à parler? Par rapport à la température du sol, est-ce que vous faites une différence entre les légèrement chauffés puis pas chauffés sur le sol, puis peut-être la levée en fonction de la température du sol? La levée, elle n'a pas été suivie, c'est vrai. Je pense pas qu'on a mis non plus là, des sondes au niveau du sol. On n'a pas fait le suivi là, au niveau des températures du sol, mais c'est vrai que ça serait intéressant aussi à ajouter. Notre serre n'est pas ouverte continuellement. Quand on l'ouvre au printemps, on retrouve beaucoup de mousse et de champignons. Je me demandais si c'était un problème un problème fongique, un problème d'aération ou un arrosage excessif. La serre est fermée comme pour l'hiver, dans le fond? Oui. Oui. Je pense qu'au CETA, comment ils gèrent les serres qui restent fermées en période plus froide, ils recouvrent d'une toile noire. Qui aide un peu là, justement comme à faire un peu de solarisation quand les températures augmentent. Puis ça empêche aussi là, justement certains organismes là, de pousser. Donc, c'est un peu la gestion qui est faite. Pour les mousses et champignons, souvent, c'est des organismes là, qui sont favorisés par l'humidité. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup d'humidité dans la serre, il y a peu de ventilation, c'est pas ouvert, il fait frais. Probablement que c'est des organismes qui sont favorisés par ces genres de conditions-là. Est-ce que ça se règle en enlevant la couche supérieure de la terre ou en mettant un antifongique ou ça va se régler tout seul? Ça doit dépendre des organismes eux-mêmes là, qui sont présents. Je pense que c'est ça, il y a aussi plusieurs producteurs là, qui font ça, généralement là, de recouvrir d'une toile noire au printemps, laisser la température monter, ça aide un peu là, à favoriser un genre de nettoyage là, de ces organismes-là, ça va un peu les tuer. Puis après, souvent la terre est retravaillée par la suite. Merci beaucoup. C'est les pratiques que j'ai pu observer. Merci. Merci énormément, Claudine, pour cette belle présentation, puis toute une période de questions animées. Je remercie aussi ma collègue, là, Jenny Leblanc, qui a animé ça avec brio, et puis notre collègue de la direction des communications, Julie Saint-Hilaire, là, qui nous a accompagnés pour l'organisation de ce webinaire. Donc, merci à tous, et puis au plaisir pour un autre webinaire. Bonne fin de journée à tous. Merci.